Boucher d'esprit de Father Alwyn. In India, if you don't find what you want, you will find a copy. Ce qui veut dire, en Inde, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous en trouverez une copie. Un courriel de ma charmante épouse envoyé le 12 septembre 2004 à 19h31 et 28 secondes, intitulé « Des nouvelles de notre fabuleuse aventure indienne ». Allô les amis, saviez-vous que le slogan touristique de l'Inde c'est « Incredible India » Moi oui, et je comprends très bien pourquoi ils ont choisi ce slogan. L'Inde, c'est assez particulier. Ici, plusieurs vivent dans les rues. On peut voir des gens qui se font à manger sur les trottoirs, une femme qui donne le bain à son bébé au pied d'un chantier de construction, des gens qui dorment un peu partout. C'est juste normal ici. Les Indiens sont de nature très douce et respectueuse. Ils sont en général très gentils, amicaux. La petite dame qui fait le ménage de notre chambre a un de ses sourires si vrai, si radieux. On a eu notre premier lézard dans notre salle de bain hier. Il était rose avec des yeux noirs, et lui aussi il m'a souri. Il faut pas les chasser, ils sont là pour manger les insectes nuisibles. Lundi matin, on monte à Rishikesh, dans l'Himalaya. On va passer 1 mois et demi dans des ashrams. C'est des lieux de prière, un peu comme des monastères. Je sais pas si je pourrais vous écrire de là-bas. Si je vous écris pas d'ici le 20 octobre, ne soyez pas inquiets, c'est normal. D'accord, maman, Maryse? À bientôt, je vous serre tous dans mes bras, pas en même temps quand même, hein? Karine. Alors, je vous présente Karine Sirois, ma charmante épouse, avec qui j'ai passé 7 mois en Inde et après ça, 5 mois en Europe. On est partis ensemble cette fois-là avec le sac à dos pendant 1 an au grand complet et on avait construit notre voyage comme ça, l'Inde avant l'Europe, parce que d'expérience, j'avais déjà voyagé dans des pays plus pauvres et je savais très bien que quand on revient en Occident, après quand on revient dans les pays riches, il y a un gros choc culturel au retour. Fait qu'on s'est dit, on va aller se faire brasser ce qu'on a à se faire brasser en Inde, d'abord, et puis on vivra le clash avec l'Occident à notre retour en Europe, pour ensuite pouvoir revenir au Québec et puis reprendre la vie normale, le travail et tout ça. Et je vais vous dire, on a très bien fait de construire notre voyage comme ça parce que l'Inde, non seulement c'est un pays pauvre, mais c'est un pays aussi qui est très particulier, qui est très intense. Et continuellement, quelqu'un de collé sur toi. Hein, la bulle québécoise, l'espèce d'espace vital qu'on peut avoir au Québec, la bulle québécoise en Inde, la bulle c'est ta peau, puis ce qu'il y a en dedans. C'est fini là. Tu as tout le temps quelqu'un collé sur toi. Alors, cette espèce de compression là, qui est continue, un peu comme dans une ruche d'abeilles. Hein, c'est une des meilleures images qu'on peut avoir pour l'Inde. Vous imaginez une ruche d'abeilles, on rentre une petite caméra là-dedans, et puis on voit les abeilles qui se pilent dessus les unes sur les autres et tout ça, puis il y a un bruit qui est constant. Hein, les abeilles, ça communique ensemble, ça fait bzzz, ils sont des milliards à faire bzzz. En Inde, c'est la même chose. Tout le temps quelqu'un de collé sur toi, puis tout le temps du bruit partout, sauf à quelque part là, à 11h le soir, 5h du matin. Là, ça se calme un peu, mais sinon, toujours compressé. Cette compression-là, qui était continue, ben, il a fallu que ça sorte, que ça s'exprime d'une manière ou d'une autre. J'ai commencé à écrire. Le meilleur de ce que j'ai pu écrire pendant mon voyage se retrouve dans le livre L'Essentielle Errance. Et donc, c'est disponible dans plusieurs bibliothèques à travers le Québec. Si vous aimez la conférence, si vous avez le goût d'aller plus loin, ben, vous pouvez toujours mettre la main sur le livre. Il se lit extrêmement facilement, écrit en petits blocs de réflexion, spiritualité, choc culturel et tout ça. Donc, c'est un peu comme un blog de voyage, finalement, avec beaucoup de réflexion à l'intérieur. Voilà donc pour l'introduction, et avant de parler de notre voyage comme tel, on va commencer par situer l'Inde dans son contexte. Alors l'homme que vous voyez là sur la photo présentement s'appelle Gandhi. Souvent les élèves le confondent avec le Dalai Lama ou avec Bouddha, non, c'est Gandhi, reconnu comme étant le fondateur de l'Inde. Donc, on se replace là, dans le contexte historique, 1945-1950, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'Inde n'est pas un pays. Hein, nos grands-parents, les arrière-grands-parents disaient « les Indes ». Ça n'a jamais été un pays avant l'Inde. C'était les Indes, c'était une grande colonie anglaise, donc dans lequel il y avait plusieurs royaumes qui étaient indépendants les uns des autres à prime abord, qui avaient chacun leur langue, chacun leur coutume, leur nourriture, etc. Un peu comme ici les Amérindiens. On avait d'un côté les Iroquois, de l'autre côté les Hurons.
parlaient pas la même langue, vivaient pas de la même façon, mais avaient été colonisés par les Anglais. Mais c'est la même chose en Inde. Plusieurs donc royaumes indépendants qui avaient un point en commun, avoir été colonisés par les Anglais très majoritairement. Et ils avaient déjà essayé de mettre les Anglais dehors, mais sur ce grand territoire de l'Inde, les royaumes ne s'entendaient même pas entre eux. Donc, ils n'avaient jamais réussi. Premier tour de force de Gandhi, ça a été de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble pour mettre les Anglais dehors. Deuxième tour de force, et c'est la grande particularité de la révolution indienne, le pacifisme. Donc cette révolution-là s'est faite sans les armes. Et pour Gandhi, ça venait entre autres de l'hindouisme. Un des traits fondateurs, un des fondements de l'hindouisme, c'est justement ce principe de non-violence. Et c'est quelque chose qui était très cher à Gandhi. Évidemment, ce n'est pas tous les hindous qui le vivent de la même manière. Comme dans toutes les religions, il y a des extrémismes dans l'hindouisme aussi. Oui, il y en a qui vont poser des bombes, il y en a qui vont prendre des armes, etc. Mais pour Gandhi, c'était un principe fondateur de sa religion et c'était viscéral pour lui. Et ça avait été en plus renforcé par la lecture qu'il avait faite de la Bible. Il y a une phrase dans la Bible qui l'avait marqué profondément et qui dit « Si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. » Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait ça, mais moi, jamais. Jamais. Spontanément, tu me donnes une claque sur un bord, le réflexe, le reptilien embarque. Non. Pour Gandhi, il disait, la violence engendre la violence. Il l'a répété, répété, répété. Il faut savoir briser le cercle de la violence. Lui-même a été battu, fait de la prison, il a jeûné pendant des longues périodes, etc., mais n'a jamais répliqué. Et quand les Indiens venaient le voir en lui disant « Mais regarde, ça n'a pas d'allure, les Anglais ont pris les armes dans tel coin, il faut prendre les armes nous aussi, on s'en sortira jamais. » Non. Désobéissance civile. On arrête de parler anglais, de manger anglais, de s'habiller anglais. On parle nos langues, on s'habille comme on est, et on mange ce qu'on est. On les ignore, ils vont se tanner, et ils vont partir. Et au final, ça a marché. Au bout de quelques années, effectivement, les Anglais sont partis et aujourd'hui, l'Inde, c'est la plus grande démocratie du monde. Alors, à tous les 4 ans, en Inde, il y a à peu près 800 000 personnes, 750 000, 800 000 personnes qui vont voter. Aujourd'hui, l'Inde, c'est 1,2 milliard de personnes. Et quand ils organisent des élections, là, je disais, il y a 750 000 personnes qui vont voter, ça prend grosso modo de 3 à 4 mois. Ici au Québec, on va voter le matin. Le soir, à 10 h, si on n'a pas le résultat des élections, on commence à frustrer. À 11 h, c'est vraiment tard. Puis à minuit, qu'est-ce qu'ils font les cabochons? Là, on a tellement hâte. Là, puis là, s'il y a eu une défaillance à quelque part dans le système électronique, on capote. En dedans de 12 heures, là, 16 heures à peu près, il faut connaître le résultat. Puis c'est la course à qui va le premier dire, le scoop, là, si la tendance se maintient. En Inde, ça prend 4 mois avant de savoir c'est qui le nouveau premier ministre du pays. Donc la plus grande démocratie du monde. L'Inde aujourd'hui, c'est 23 langues officielles. Au Canada, il y a 2 langues officielles, on a de la misère à s'entendre. Il y a 23 langues officielles en Inde, plus de 4000 dialectes. Un dialecte, c'est comme une sous-langue qui est parlée par une petite tribu perdue dans le fond de la forêt ou quelque chose comme ça. Il y en a 4000 comme ça en Inde. Et l'Inde, c'est une mosaïque de religions. Donc évidemment, l'hindouisme, pour commencer, qui est la plus vieille religion au monde, encore vivante aujourd'hui, donc plus de 4000 ans d'histoire. Ensuite de ça, on a le sikhisme. On voit ici le Golden Temple, qui est le temple d'or, finalement, le temple principal pour les Sikhs. Ensuite de ça, il y a né en Inde aussi le bouddhisme. Bouddha était en Inde quand il a vécu ses illuminations, ses premiers enseignements. Tout s'est passé dans le nord de l'Inde. Donc, il y a plusieurs temples bouddhistes en Inde aussi. Les musulmans sont là aussi. L'islam est là depuis quelques siècles, un peu partout sur le territoire, mais surtout concentré là, du côté du Pakistan. Il y en a un peu plus. Et le christianisme est là. Et on dit que le christianisme est là depuis 2000 ans. Donc, depuis bien avant la France, bien avant le Québec aussi, évidemment. Là, au Québec, c'est arrivé avec Jacques Cartier, 1534, là, donc 1600 ans, 1500 ans plus tard, finalement. Mais il y a 2000 ans, tout de suite après la mort de Jésus, il y a parmi ses premiers disciples, certains qui seraient allés en Inde fonder les premières communautés chrétiennes. Cela dit, le christianisme est une religion extrêmement minoritaire en Inde. Il y a 2% de chrétiens. Mais 2% de 1,2 milliard de personnes, ça donne combien?
Y a-t-il des petits... On calcule vite dans sa tête. Ça donne 24 millions de personnes. Vous prenez toute la population du Québec, les personnes âgées jusqu'aux nouveau-nés, vous ajoutez les chats, les chiens, là, mettons qu'on est 8 millions au Québec, là, en grossissant un peu, là, toute la population du Québec, fois 3, ça donne 24 millions, ça donne 2% de la population indienne. On est tout petit au Québec. Tout petit, puis on le réalise pas toujours. On se pense bien important. Mais l'Inde, c'est ça. La moindre des statistiques prend des proportions complètement ahurissantes. Beaucoup de monde, évidemment, beaucoup de pauvreté. Des taudis à perte de vue, c'est la première chose qui nous frappe quand on arrive en Inde. Les quêteux sont partout, on va en reparler un peu plus tard. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que même dans la pauvreté, et jusque dans la pauvreté, une explosion de couleurs. Continuellement. Et ça frappe. Hein? Les Anglais n'étaient pas là pour rien. Ils étaient là pour les épices, ils étaient là pour la soie et pour la teinture indienne, hein, qui est encore aujourd'hui mondialement reconnue. Et une expérience aussi qui est un incontournable en Inde, c'est le train. Alors, vous voyez là ici sur la photo, une cabine, là, vous voyez derrière moi, là, le seul blanc qu'il y a dans l'image, là, avec la longue barbiche puis les cheveux longs, là, ça c'est moi, il y a quelques années, quand j'étais en Inde. Mais tout juste en arrière de moi, sur le mur, on voit un petit carré, là, qui est là, et ça c'est le numéro de la place. Puis vous en voyez un autre plus loin, et puis il y en a un autre qu'on voit pas là sur la photo. Cette banquette-là sur laquelle je suis assis, normalement, est prévue pour 3 personnes. Même chose pour la banquette d'en face. Hein? C'est une place, un compartiment prévu pour 6 personnes. Mais vous voyez, là, la petite ruche d'abeilles, vous l'avez devant les yeux. Là. En Inde, 1,2 milliard de personnes qui voyagent, ça voyage comme ça, agglutinés les uns sur les autres. Hein? Et au Québec, si on est 2 dans ce compartiment-là, on prend toute la place, évidemment, parce qu'on met notre sac d'un côté, puis on met nos pieds en face, et ça finit là, tu sais, on prend, puis là, il y a une 3e personne qui arrive, tu sais, on est fâché, il pète notre bulle, il faut enlever notre sac, on est obligé de le mettre en dessous de nos jambes ou sous nous autres, puis là, tu sais, la bulle québécoise, la bulle indienne, tapo, puis ce qu'il y a en dedans. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette surproximité-là, c'est le fait que j'ai jamais vu, en 7 mois en Inde, personne souffrir de solitude. Hein? Vous voyez là l'espèce de grand schtroumpf qu'il y a dans le fond de la photo, là, hein, le papy avec sa barbe blanche, là, avec sa belle barbe blanche. Là. Il n'y a pas 2 secondes dans sa vie où cet homme-là peut se sentir seul. Alors qu'ici, au Québec, une fois par année, le Journal de Montréal nous fait le coup, là, en une du Journal de Montréal, fléau, solitude chez les personnes âgées. En Inde, c'est impossible. La jeune fille qui est là en avant, quand on l'a rencontrée, elle avait 16 ans. Mais elle vit exactement la même crise d'adolescence qu'on peut vivre ici au Québec, les mêmes remises en question. Qui suis-je? Que vais-je faire? Et puis, où vais-je? Et tout ça. Là, au Québec, quand on contacte les périodes de remise en question, les périodes de transition, que ce soit à l'adolescence, à la quarantaine ou quoi que ce soit, quand il nous arrive quelque chose, une tuile qui nous tombe sur la tête, on se sent tout seul. On a l'impression que personne ne peut nous comprendre, puis ça amplifie le truc, évidemment. En Inde, c'est impossible. Hein? Et ça fait en sorte qu'ils sont continuellement conscients, finalement, de la force du groupe, de la force de la famille, et ça les aide à passer à travers toutes les montagnes russes qu'ils vivent. Premier grand choc culturel qu'on vit quand on arrive en Inde. On sort de l'avion, puis on arrive là-dedans. Alors ça, c'est l'autoroute autour de Delhi. Hein, vous voyez, c'est assez jam-pack, merci. Et puis après ça, on arrive en ville. Donc là, ça a l'air de ça. Hein. Et vous voyez ici, là, ça part dans tous les sens. Et vous avez donc des autobus, vous avez des voitures, des motos. Et toutes les petits toits jaunes que vous voyez un peu partout, c'est ce qu'on appelle des rickshaws. Donc des triporteurs qui font office de taxi. Et ça zigzague d'un bord à l'autre. Et si vous prenez un des triporteurs, un des rickshaws, et que vous lui dites « Mon hôtel est par là », ben lui, là, il va pas attendre le prochain coin de rue avant de faire un U-turn. Non, non, non. Il part direct là, il passe par-dessus le terre-plein, puis il part à contresens. Il part à contresens, et puis ça part un peu tout croche et ça zigzague. Et à travers tout ça, vous ajoutez tous les animaux et les piétons que vous voyez un peu partout en Inde. Dans la rue, là, que vous voyez un peu partout sur cette photo-là. Donc, à ça, vous ajoutez aussi toutes sortes d'amanchure un peu spéciales, comme celui-là, qui est à vélo et qui est en train de faire une livraison de barils
ni plus ni moins. Hein? Et cette photo-là, je l'ai prise sur Internet, on a vu des comme ça, on n'avait pas réussi. Puis il y en a un autre aussi qu'on a vu à notre première journée à Delhi, qui était absolument extraordinaire. On n'a pas réussi à le prendre en photo, mais vous imaginez, là, dans un fouillis comme celui-là, là, vous imaginez quelqu'un qui est à vélo, avec sur son épaule une échelle. Puis pas une petite échelle, là, une belle grande échelle en bois, là. Puis il pédale sur son vélo. Quand il tourne un coin, ça fait quoi? Hein? Quand il tourne un coin, ça fait... Et puis là, les piétons qui marchent sur la rue, et puis dans la rue, et partout, là, les piétons, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça comme ça. Puis ils reviennent. Puis on n'a pas vu personne se revirer de bord pour dire « Hey, qu'est-ce que tu fais là, espèce de malade, avec ton échelle? » Non, ça coule comme ça, et ça revient. Première journée à Delhi, nous autres, on capote. Mais déjà, la rue est en train de nous parler de la nécessaire souplesse dont on va avoir besoin pour passer à travers notre voyage en Inde. D'une colonne vertébrale, serre-toi-en. Hein? Et c'est au propre comme au figuré. Parce qu'en Inde, il n'y a rien de cartésien. En Inde, c'est le chaos. Et ça vient, entre autres, de l'hindouisme. Hein? Toute la culture indienne est marquée par la culture hindoue. Et dans l'hindouisme, c'est une religion du chaos. Il n'y a pas dans l'hindouisme un pape, des évêques, des curés. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'hindouisme. Il y a des sadhus, qui sont un peu l'équivalent de nos prêtres. Oui, il y a des sadhus qui sont plus populaires que les autres. Mais les sadhus sont tous égaux à la base. Hein? Et les enseignements des sadhus peuvent se contredire. Et il y a dans l'hindouisme jusqu'à 300 000 dieux. Et on peut créer des nouveaux dieux, les rattacher à Krishna, Vishnu ou autre, un des grands dieux. Et puis là, on a un nouveau dieu dans l'hindouisme, et ça part dans tous les sens. Et ça vient teinter toute la vie indienne. Hein? Parce qu'en Inde, c'est ça, tu n'as pas le cartésianisme, tu n'as pas la recherche d'efficacité. Alors ça crée évidemment énormément de frustration quand on arrive dans un restaurant, qu'on nous apporte un menu, parce que les Occidentaux aiment bien avoir un menu, hein, c'est très cartésien, et là on regarde, et on s'attend à ce qu'il y ait, évidemment, si c'est écrit « burger », bien on veut avoir un burger, puis on s'attend à ce qu'on nous serve un burger. Et là, les Indiens vont te répondre « Ah, ça, on l'a pas. Ah, ça, on l'a pas. » Puis au final, ben, tu leur dis « Amenez-moi ce que vous avez. » Et puis là, tu commandes un American Chop Suey. Ils ont des American Chop Suey partout en Inde, mais c'est jamais la même affaire que tu as dans ton assiette. C'est simple comme ça. Alors c'est ça, c'est pas cartésien. Hein? Et la rue nous montrait déjà cette souplesse dont on allait avoir besoin. Et c'est présent dans l'hindouisme, mais ça teinte absolument toute la culture indienne. On était à un certain moment dans le sud de l'Inde, à Bangalore, et on était là avec Father Sonny, donc un prêtre chrétien. Et Father Sonny voulait nous montrer un temple à l'extérieur de la ville. Fait qu'on part en voiture avec lui, puis là, on sort de la ville et on roule là, un bon 45 minutes dans les petites routes de terre en Inde. Là, puis c'est ça, il n'y a pas d'asphalte, il n'y a rien, c'est des routes de terre avec des gros trous, ça s'en va comme ça, bang, 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 bang. Il n'y a pas de nid de poule au Québec, ça n'existe pas à côté de ce qu'on a en Inde, c'est vraiment impressionnant. Et donc, au bout de 45 minutes à peu près, il arrête sa voiture sur le bord de la route et on est perdu. Il ne sait pas où est-ce qu'on est. On n'a pas pris le bon chemin pantoute. Et pour les Indiens, ça, c'est pas grave. Il n'y a pas cette recherche d'efficacité, comme je disais tantôt. Il n'y a pas de carte routière. Tu demandes ton chemin à gauche, à droite, puis tu finis par arriver où est-ce que tu veux aller, puis c'est bien correct comme ça. Mais là, lui, il s'arrête sur le bord de la route au bout de 45 minutes et il nous fait sortir de sa voiture pour qu'on puisse voir là, sur le bord de la route, un immense trou. Un très gros trou dans lequel il y a des hommes qui sont là en petites sandales avec un pagne autour des hanches là, et ils casent la roche avec une pioche, ils casent la roche. Et là, tu as des femmes en sari, un long morceau de tissu de 8 mètres de long qui est enroulé autour du corps des femmes et eux autres, ils travaillent en petites sandales aussi là, dans le fond du trou et ils mettent la roche dans les bols, ils se mettent ça sur la tête et ils sortent la roche du trou et dans le fond du trou, ben, il y a des enfants qui jouent. Donc une grosse carrière de roche. Et lui sort de l'auto, nous fait sortir et il nous dit « By chance, we took the wrong road, or we would have never seen that stone pit. » Par chance, on a pris la mauvaise route, parce que sinon on n'aurait jamais vu cette carrière de roche. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes dit « Yes, je me suis trompé. C'est donc bien le fun. »
Moi, ça m'arrive pas souvent. Comme je le disais tantôt, en bon québécois, en arrière d'un volant, entre autres pour reprendre le même exemple, si je vais à quelque part, comme la première fois où je suis allé faire mes conférences à Victoriaville, je regarde sur Google Maps la veille, vite, et puis là, je vois le chemin, ok, ça n'a pas l'air compliqué. Le lendemain matin, je pars de bonne heure, et tout à coup, j'arrive, paf, en plein centre-ville de Victo. Hein? Ben, le collège, il n'est pas là, pantoute, il n'est pas au centre-ville. Fait que là, en bon québécois, en arrière du volant, mon petit attard, pourquoi j'ai pas pris des notes, quoi que ça. Bon, puis là, il y a des petits fils qui se débranchent dans ma tête maintenant. By chance, je me suis planté. Y a-tu quelque chose à voir? Y a-tu quelqu'un à rencontrer? Puis au final, je suis rentré dans un Tim Hortons, il y avait 2 ambulanciers qui étaient là et qui m'ont dit « Ah, le collège, c'est pas loin, là, viens, t'as juste à nous suivre, on a fini notre café. » J'ai suivi l'ambulance jusqu'au collège. Et c'est pas une rencontre qui a changé ma vie, mais c'est une rencontre qui m'a montré que, encore une fois, en bon québécois, ben je me choque pour rien. Tu sais, je m'exaspère pour des riens, puis que je perds beaucoup d'énergie là-dedans. En Inde, mon cerveau a appris à se fracturer. Hein? Le chemin le plus court entre A et B n'est pas une ligne droite. Et en fait, il n'y a pas de chemin le plus court, puis il n'y a pas de ligne droite. C'est quelque chose qu'on nous montre en première année du primaire ici, en mathématiques. Hein? Le chemin le plus court entre A et B est une ligne droite. Puis on ne se rend pas compte à quel point ça nous conditionne à toujours voir un peu comme des œillères, là, et puis à chercher l'efficacité, la rapidité et tout ça. Mais les lignes droites dans la vie, cherchez-les. Alors regardez là, autour de vous la nature quand vous sortirez. Là, allez voir les arbres, les montagnes, les rivières, même les champs, n'importe quoi. Alors regardez-vous tout nu dans un miroir puis cherchez-en une ligne droite. Il n'y en a pas. Hein? Même mon doigt, là, il a l'air droit, mais là, aussitôt que tu t'approches un petit peu, là, tu vois, oh, il y a des petits moguls un peu partout. Hein? C'est ça la vie. Hein? Et il y a un arbre que j'ai vu dont je vais me souvenir toute ma vie. C'était pas en Inde celui-là, c'était dans les Pyrénées en France. À flanc de montagne, les arbres qui poussent à flanc de montagne, déjà c'est complètement hallucinant, parce que c'est de la roche, là, il n'y a rien, là, ils s'agrippent, les racines qui coulent à flanc de montagne pour s'agripper à quelque part, déjà juste ça, c'est impressionnant. Et là, un arbre à flanc de montagne, c'est pas compliqué, ça pousse comme ça, il n'y a rien, là, c'est la falaise, là, il n'y a rien. Alors les arbres, ils s'agrippent là, puis ils poussent hop vers le soleil en ligne droite. Mais lui, il ne pousse pas comme ça. À flanc de montagne, il pousse comme ça. Et là, il fait une grande loupe, il part par en bas. Et il revient vers la montagne et il part par en haut encore. Il fait une grande loupe comme ça. Puis la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, tu sais, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas cartésien, c'est pas logique, ça marche pas. Et là, tu sais, le chemin le plus court entre toi et le soleil, mais c'est ça. Hein? La vie, elle est pas cartésienne. La vie est pleine de détours pour aller chercher le soleil. Et ça, en Inde, ben, ils en sont complètement imprégnés. Et quand on réussit à s'imprégner de ça minimalement, bien, ça évite énormément de frustration. Deuxième choc culturel qu'on vit quand on arrive en Inde, évidemment, c'est la nourriture. Pas trop le choix, hein? Il faut manger assez vite. Alors, il y a 2 choses. Sur la photo que vous voyez présentement, il y a 2 choses qui sont très intéressantes. La première, qui se retrouve juste dans le sud de l'Inde, c'est ce sur quoi on mange, ce qui nous sert d'assiette. Hein? Regardez bien. Vous allez voir que ce sont des feuilles. Hein? C'est des grandes feuilles de bananier. Alors, une feuille de bananier, c'est quand même assez impressionnant. Ça fait 7-8 pieds de haut. Alors, ils vont couper ça par le milieu. Et puis après ça, ils font des grands rectangles avec ça. Ils mettent ça sur l'assiette. Et là, dans ce restaurant-là, ils ne mettent pas ça sur l'assiette. Ils mettent ça directement sur la table, en fait. Et le serveur passait par en arrière. Il y avait des chaudières qui étaient attachées à sa ceinture. Avec une louche, prenait la nourriture. Puis là, il te met une flopée de riz. Flopée de dalle, un peu de pois chiche, il met ça directement sur la feuille. Et après ça, ben, tu manges. À la fin, il envoie un peu d'eau là-dessus et pouf, garoche ça dans le fond de la cour. 100% biodégradable, hein, en fait de vaisselle jetable, là, j'ai jamais vu mieux encore dans ma vie. Ça, c'est dans le sud de l'Inde, là où il y a des bananiers, bien évidemment. Deuxième chose intéressante qu'il y a sur cette photo-là, si vous voyez bien, l'homme du centre a sa main directement dans la nourriture. Hein? En Inde, chez les riches comme chez les pauvres comme chez les riches. Hein? C'est surtout pas une question de classe sociale. Encore aujourd'hui, en Inde, la très grande majorité de la population mange directement avec les mains. Donc, vous voyez qu'il y a des petits ustensiles ici et là sur la table. Ça sert à prendre la sauce, on met ça, on mélange la sauce avec le riz, des choses comme ça. Puis là, on se fait une petite boule. On fait une petite boule avec les doigts comme ça. Et puis, après,
On tourne la main, puis on va pousser avec le pouce. Hein? On pousse, et donc on y va comme ça. Voilà, hein? C'est pas la grosse... non, ça ne fait pas comme ça. On y va comme ça. Hein? Après, on se lave les mains propres, comme si on avait mangé avec une fourchette. Il y a 2 avantages à ça. Hein? Premièrement, tu ne te brûles plus jamais la bouche. Ça vous est assurément déjà arrivé là, de mordre dans quelque chose qui était trop chaud, puis là, après, puis là, t'en as pour 3 jours, là, tu sais, avoir des petits ripples dans le fond du palais, là, tout le temps en train de gosser avec ça. Non, là, ça, c'est fini. Les doigts, c'est super réactif. Tu te trempes les doigts dans la bouche, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est juste correct. Tu te fais ta petite boule, et hop. Et deuxième avantage, c'est qu'il y a un réel plaisir à se mettre la main dans la bouffe. Hein? Et tous les enfants du monde le savent. Je voyais encore, tout dernièrement, ma jeune fille, Solène, qui tient sa fourchette dans une main puis mange son spaghette avec l'autre. Son spaghetti a l'air meilleur que le mien. Puis vous avez tous à quelque part chez vous la photo de votre premier gâteau au chocolat. Vers 1 an à peu près, là, parce que c'est souvent au premier anniversaire. Là. Puis là, le bébé, il est là, puis il en a plein la face. Puis... gros sourire, et puis il y a un plaisir. Vous voyez sur la photo, il n'y a personne qui en a dans toute la face. Hein? Ça se fait proprement, mais le plaisir des sens, le plaisir d'avoir un contact direct avec tout ce qui nous nourrit, il est là. Troisième choc culturel qu'on vit quand on arrive en Inde, après avoir mangé, où est-ce qu'on va? Aux toilettes. Effectivement. Donc, je vous présente ce qu'on appelle une toilette turque. Donc, c'est une toilette, pas de bol. Vous voyez, c'est un morceau de céramique qui est là, tout simplement dans le plancher, avec un trou. Et puis ça, ben, la première fois que j'ai vu ça, moi, j'étais en France. Hein. Il y en a partout, au Moyen-Orient, en Europe, un peu partout. Donc, vous pouvez tomber sur des toilettes turques comme ça. C'est pas compliqué. Vous mettez vos pieds sur la céramique de chaque côté. On se met en petit bonhomme, on fait ce qu'on a à faire, puis on se relève. C'est pas confortable, inconfortable ou quoi que ce soit. Ça se fait bien. Là. Tu sais, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, par contre, ce que je n'avais jamais vu ailleurs dans le monde, c'est le fait que le papier de toilette en Inde, c'est ce que vous voyez là, dans le coin de la photo. Là. La chaudière bleue, avec de l'eau, puis une tasse à mesurer dedans. Là. Alors, on se met en petit bonhomme, on fait ce qu'on a à faire. Après ça, on prend la tasse à mesurer, on se met de l'eau dans la main, puis on y va. 1 fois, 2 fois, 3 fois si nécessaire. Et puis après ça, on se lave la main avec du savon. Et puis c'est propre. Et on fait toujours ça avec la main gauche, parce qu'avec la main droite, on mange. Voilà. Alors, la première fois et les premières fois qu'on a fait ça, on avait la face probablement là, de quelques-uns d'entre vous. Là. J'ai assez vu cette face dans les classes là, pour savoir qu'il y en a plusieurs qui vont comme... Puis ça ressemblait à ça, effectivement. C'est comme « Oh, shit! Non! Pas vrai! Je ne vais pas faire ça! Ah! » Au bout de 3 jours, on n'en parlait plus. Au bout de 3 jours, c'était fini. On en riait encore un peu, mais c'était fait. Et la facilité déconcertante avec laquelle on est rentré dans ce dépouillement-là nous a permis d'apprécier au plus haut point cette petite phrase qu'on a entendue dans la bouche d'une ermite. Vous savez ce que c'est qu'une ermite? Hein? C'est quelqu'un qui choisit de vivre seul dans la prière et la contemplation, retiré dans une petite cabane dans le bois, dans la forêt, ou une grotte dans la montagne, ou des choses comme ça. Donc des gens qui vivent avec presque rien. Et là, nous, on rencontre Sister Jyoti, qui est une ermite comme ça, qui vit dans la montagne, dans une petite cabane. C'est plus petit que votre cabanon chez vous, probablement. Là. Et elle a 4 murs, un toit, un lit en corde tressée, pas de matelas. Elle dort là-dessus 365 jours par année, une mini-bibliothèque, quelques livres, et tout à coup, elle vient nous dire, après avoir perdu sa lampe de poche, parce que quelqu'un lui avait donné une lampe de poche en se disant, c'est pratique la nuit pour aller aux toilettes, parce que la toilette n'est pas dans une petite cabane, là. La toilette est dans le bois. Puis on est en Inde, là, c'est la jungle. Dans la jungle, il y a des serpents vénéneux, il y a des singes, il y a des araignées grosses de même, et on en a vu, là, j'exagère pas, là, des araignées grosses comme ça. Donc c'est pratique une lampe de poche la nuit pour aller faire son petit pipi dans le bois. Hein? Eh bien, là, la lampe de poche, il n'y avait plus de batterie. Plus de batterie. Quelle est sa réaction? Est-ce qu'elle se met à prier « Oh mon Dieu, s'il te plaît, envoie-moi des batteries, un bon samaritain? » Non. Elle nous dit « Everything is an extra. Everything is an extra. » Des étoiles dans les yeux. Tout est un extra. Elle a presque rien,
Elle a perdu le seul accès technologique qu'elle a. Et elle nous regarde dans les yeux. Everything is an extra. J'étais heureuse sans lampe de poche. J'ai été heureuse avec une lampe de poche. Et je serai encore heureuse sans lampe de poche. Mon bonheur ne tient pas à une flashlight. Quand tu entends ça dans la bouche d'une ermite, après ça, tu rentres chez vous puis tu capotes parce que des extras t'en voient partout. Et on peut le relativiser un tout petit peu en se disant, bon, mettons, manger, c'est vital. Manger, c'est vital. Mais choisir ce que vous avez mangé ce matin, c'est un extra. Puis qu'est-ce qu'il y a dans le garde-manger chez vous, dans le frigidaire chez vous pour déjeuner? Seulement pour déjeuner, là. Hein? Si vous n'êtes pas allergique, évidemment, il y a du beurre de pinot, du beurre d'amande, du beurre de noix. Ensuite de ça, de la confiture, du Cheez Whiz, du Philadelphia, 1, 2, 3 sortes de pain, des bagels, des croissants, si vos parents font l'épicerie chez Costco. Ensuite de ça, évidemment, ça prend des céréales. Une sorte de céréales? Non, en général, 2, 3, 4 sortes de céréales dans un garde-manger. Et du lait. Du lait de vache, du lait de soya, du lait d'amande. C'est pas mal le minimum aujourd'hui dans nos maisons. Hein? Ça, c'est vital. Mais tout ça, c'est de l'extra. Hein? Le besoin vital, c'est manger. S'habiller quand il fait moins 40 dehors, c'est vital. Choisir le linge que vous avez sur le dos aujourd'hui, c'est de l'extra. Hein? Même si vous êtes dans un collège où c'est un habit qui est là, c'est encore de l'extra parce qu'en général, vous avez le choix, la couleur du chandail. Le collège n'est pas obligé de vous fournir 2-3 couleurs de chandail. Ça pourrait être, regarde, chez nous, c'est bleu et noir, puis ça finit là, tout le monde est habillé vraiment pareil. Non, on se donne toujours des petits extras et c'est très plaisant. Mais il faut juste considérer que c'est des extras. Un autre des chocs culturels très importants qu'on vit quand on arrive en Inde, c'est le fait que les hommes se touchent énormément. On n'est pas habitué à ça au Québec, de voir des hommes marcher main dans la main là, continuellement. Mais en Inde, c'est comme ça. Les hommes marchent main dans la main, les femmes marchent main dans la main en arrière, souvent. Mais deux hommes qui se touchent, là, toujours, comme vous voyez un peu là, sur la photo. Hein, c'est bras dessus, bras dessous. Quand on est assis, on se touche, on emporte un en triomphe parce qu'ils viennent gagner quelque chose. Et quand on marche dans la rue, partout, on marche main dans la main avec les hommes. Alors là, la bulle, là, je vais vous dire, elle a intérêt à se faire péter. Et justement, nous, on était là, dans ce grand rassemblement-là, la première fois où moi, ça m'est arrivé et où j'ai eu à péter ma bulle. On est là, il y a 1500 personnes de partout à travers l'Inde qui sont là et les gens qui ont organisé cet événement-là sont des amis à nous, alors ils nous présentent. Il y a 2 seuls Canadiens dans toute la place, donc 2 seuls Blancs. Là. Déjà, on a une grosse flèche au-dessus de la tête qui dit « attraction touristique », c'est clair. Là. On n'est pas manquable dans la place. Mais Father Alwyn, qui est en avant, va dire aux gens, eh bien, là, on a 2 Canadiens, ils sont en train de faire un spiritual tour of India. Alors, allez les voir, ils veulent vous rencontrer. Les Indiens sont super sociables, il n'y avait même pas besoin de se le faire dire. Alors, ils arrivent, et à la pause, ils viennent nous voir, et là, il y a un Indien qui me prend la main. Il me prend la main, puis il est à 6 pouces de ma face, puis là, il me parle. « Hi, my dear friend, how are you? Oh, where do you come from exactly? How many brothers and sisters do you have? » Puis il me tient la main, puis il me tient la main. Et moi, j'écoute pas en tout ce qu'il dit, mais vraiment pas. Moi, j'ai un gros sourire d'en face, puis je me dis « Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais là? Décolle! » Et puis là, dans ma tête, ça tourne, puis je me dis « Rémi, pète ta bulle, accepte qu'un homme te prenne la main. Il me restait encore 6 mois à faire en Inde. Il me dit, tu passeras pas au travers, là. » Et j'ai pété ma bulle. C'est à ce moment-là que je peux dire que j'ai vraiment atterri en Inde. Tu sais, mon corps était là depuis 1 mois, là, mais là, ça a été l'atterrissage complet. Je me suis comme immergé dans l'Inde, en Inde, et là, j'ai accepté qu'un homme me prenne la main. Puis vous savez quoi? J'ai aimé ça. C'est d'une déconcertante. C'est la chaleur humaine. C'est un contact tellement simple et fort à la fois. Hein? Et les Indiens sont super sociables. Ils arrivent. Tu arrives dans une nouvelle ville que tu connais pas, tu sors de l'autobus, puis là, toi, tu as le nom de l'hôtel où tu veux aller. Mais ton hôtel, il est écrit dans le guide du routard ou quelque chose comme ça, là, puis il est écrit en anglais. Mais là, tu arrives dans une ville où tout est écrit en hindi. Les noms des rues sont écrits en hindi. Les noms des commerces sont écrits en hindi. Tu comprends rien. Le hindi, c'est comme du barbouillage. Là, ça ressemble à rien. Mais les Indiens sont super serviables. Ils viennent te voir. « Where are you going, my friend? » Puis là, tu nommes la place. « I know that place. Come. » Puis là, il te prend la main. Puis tu marches main dans la main
avec un homme que tu n'as jamais vu de ta vie et qui te pose toujours là, sensiblement les 2-3 mêmes questions. Ils connaissent pas beaucoup d'anglais, mais sont très fiers de sortir l'anglais qu'ils ont. Là, alors, which country do you come from? Oh, Canada. I got some family in Canada. Ils ont toute la famille au Canada. C'est hallucinant. Et puis après ça, how many brothers and sisters do you have? Puis là, ils s'attendent à ce qu'on ait des familles nombreuses. Pour eux, ils comprennent pas qu'on ait 1, 2, 3 enfants. Tell your parents to make more. Go, go, go. Puis pour moi, Karine qui étions ensemble, puis quand on a voyagé, on n'avait pas encore d'enfants. Waouh, incompréhensible, impossible pour eux, hein? Entre autres à cause de l'hindouisme. Parce que dans l'hindouisme, on croit à la réincarnation. Et quand on fait des enfants, on donne la chance à un grand-père, un arrière-grand-père, un arrière-arrière-grand-père de se réincarner et de venir poursuivre le cycle de son karma là, pour éventuellement en arriver à se libérer et se retrouver dans le nirvana. Se fondre dans le grand tout, on va en reparler un peu plus tard. Mais c'est pour ça que même si le gouvernement demande aux gens d'avoir moins d'enfants, mais plusieurs continuent d'en faire plusieurs familles continuent d'avoir plusieurs enfants à cause justement de cette croyance pour permettre aux ancêtres de venir vivre leur karma. Mais ce contact-là, il est super chaleureux. Et quand on est revenu en Europe après, quand on a atterri en Occident, là, je vais vous dire, c'est ça qui nous a le plus manqué. Parce que quand on a atterri à Amsterdam, après 7 mois en Inde, là, Amsterdam, là, c'est beau, c'est grand, c'est propre, mais la bulle est encore plus grosse qu'au Québec. Puis là, il est 7 heures le matin, on s'en va prendre le train à Amsterdam. On rentre dans le train, tout est silencieux. On n'entend rien. La seule personne qui parle à voix haute, là, est dans le fond du train avec son cellulaire. C'est la seule qu'on entend, tout le monde. Le reste du monde chuchote. Parce que s'il parlait d'une voix normale, ben, il rentrerait dans la bulle des autres. Moi, je trouve que la bulle est rendue grosse en maudit. Quand tu peux même plus parler d'une voix normale de peur de déranger le monde, ben c'est là que c'est rendu en Hollande. Et puis là, après ça, 2-3 stations plus loin, il y a une petite dame qui rentre, qui s'assoit dans un banc vide, évidemment. Là, mon Dieu, fiou, je suis pas obligé de m'asseoir à côté de quelqu'un. Et puis là, elle s'assoit dans le banc vide à côté de nous autres. Et elle sort de sa sacoche une petite bouteille, un petit boost densure, vitaminé, protéiné. Là. Il est 7h15 le matin, c'est son déjeuner, la madame. Prends soin de ta santé. On a trouvé ça frette, puis ben frette. Nous autres, ça fait 7 mois qu'on a un contact direct avec tout ce qui nous nourrit, avec tout ce qui nous donne la vie. Puis regardez ici là, la diversité de la couleur dans les épices, là, puis ça sent bon au coin des rues et tout ça. Ça fait 7 mois qu'on a un contact direct, assis des fois, oui, parfois directement à terre, avec les gens qui nous entourent, collés les uns sur les autres, à se mettre la main dans la bouffe, un contact direct avec ce qui nous donne la vie. Puis là, elle, on la voit avec cette petite cacane. Ça a pris 3 mois avant de pouvoir réapprécier la moindre des beautés en Occident. Puis il y en a des beautés, oui, il y en a des beautés dans notre efficacité, oui, il y en a des beautés dans notre intellectualisme, dans notre scientifisme, et puis dans la place de la femme dans notre société, dans notre façon de parler, d'interagir, etc., dans la paix relative dans laquelle on vit. Oui, il y a des beautés, mais il y a en même temps une telle froideur et une telle distance avec les gens que ça a pris 3 mois avant de pouvoir réapprécier le moindre des aspects de tout ça. Beaucoup de monde en Inde, beaucoup d'enfants. La pyramide démographique en Inde, là, elle est vraiment dans le bon sens. Au Québec, c'est plus le contraire. On a moins de jeunes, puis beaucoup de personnes âgées. La pyramide démographique est à l'envers. En Inde, c'est comme ça. Beaucoup de jeunes, moins de personnes âgées. Et donc, beaucoup d'enfants qui passent leur journée dans la rue. L'éducation est obligatoire. Plusieurs enfants vont à l'école, mais il y en a encore beaucoup, ou soit sitôt la fin des classes, ou encore pour toute la journée, qui vont passer leur journée à ramasser de l'argent d'une manière ou d'une autre. Alors, par exemple, les jeunes qu'on voit ici sur la photo, eux, ils sont juste en bordure du Gange. Le Gange, c'est une rivière sacrée dans l'hindouisme. Et là, on va en parler un peu plus tard, je vais expliquer pourquoi. Mais à la naissance du Gange, il y a beaucoup de pèlerins qui vont là et qui font des offrandes à la rivière.
Et donc, ils vont déposer sur la rivière des fleurs qui vont flotter, ils vont envoyer des petites chandelles, des fois ils envoient des boîtes de chandelles carrément, et là les environnementalistes indiens commencent à dire, ben, attends une minute, là, on ne peut pas envoyer n'importe quoi dans le Gange, là. Hein, si c'est un dieu, on va essayer d'en prendre soin, parce que c'est aussi une rivière, puis qu'elle ne peut pas se dépolluer tout seul. Mais toujours est-il que il y a des gens aussi qui envoient de l'argent dans le Gange, hein, surtout là, à Rishikesh, là où est prise la photo, eh bien, il y a beaucoup de pèlerins qui vont là pour donner de l'argent au Gange, et les enfants passent en arrière, ils fouillent dans le fond de la rivière, et ils ramassent l'argent, puis ils se mettent ça dans la bouche. Pourquoi ils mettent ça dans leur bouche, vous pensez? Pratiquement chaque fois que je pose la question à des élèves, les élèves me disent que c'est parce qu'ils n'ont pas de poche. Non, c'est pas vrai, ils ont des poches. Il y en a d'autres qui me disent c'est parce qu'ils n'ont pas le droit de ramasser l'argent dans la rivière. Non, ils ont le droit. Ça encore, hein, dans l'hindouisme, c'est quelque chose de frappant. La rivière est un dieu. Alors, toi, tu donnes de l'argent à Dieu. Dieu, peux-tu faire ce qu'il veut avec? Si le dieu de la rivière décide qu'il redonne l'argent à des enfants, libre à lui, tu n'as pas le droit de rien dire. Hein? Donc, ça, c'est une des beautés, quelque part, de l'hindouisme. Mais ils se mettent ça dans la bouche pour ne pas se la faire voler. Hein? Parce que c'est tous des petits pickpockets professionnels. Ces jeunes-là, là, ils vous font les poches en dedans de 3 secondes, c'est fait, votre portefeuille est parti, il a déjà passé dans les mains de plusieurs enfants qui courent et froup, c'est parti à l'autre bout de la rue. Et entre eux, ils ne se font pas de cadeaux non plus. Fait qu'ils se mettent ça dans les joues, parce que le mâchoire, c'est un muscle extrêmement fort et c'est très dur d'ouvrir la bouche. Tu sais, de quelqu'un qui veut pas, là, t'es pas... C'est dur d'ouvrir la bouche. Donc, ils se mettent ça ici dans les joues, simplement pour ne pas se la faire voler par les autres enfants qui ramassent de l'argent exactement comme eux. Beaucoup d'enfants, beaucoup de quêteux, et qu'on soit en ville comme en campagne, les jeunes viennent nous voir continuellement, et peu importe la réponse que vous allez lui faire, là, même là, avec son petit air piteux, là, que vous disiez oui ou que vous disiez non, ben, elle va peut-être repartir avec un gros sourire comme ça, des étoiles plein les yeux, et ça... Parce qu'ils vont avoir essayé, parce qu'ils vont être venus vous parler, parce que c'est pas ça l'important. L'important, c'est pas de recevoir, et parce qu'aussi, il y a une part de théâtre dans tout ça. Hein? Et en Inde, tous les enfants deviennent quêteux à un moment ou l'autre de la journée. Entre autres, parce que les enfants, à partir du moment où ils voient quelqu'un de plus riche qu'eux, ben, ils prennent une chance. Hein? Donc, si ton père se déplace à pied, puis que tu vois quelqu'un qui est à vélo, ça veut dire qu'il y a plus d'argent que ton père, tu peux aller quêter de l'argent. Si ton père a un vélo, tu vois quelqu'un avec une moto, il y a plus d'argent que ton père, tu peux aller quêter de l'argent. Si ton père a une moto, tu vois quelqu'un avec une voiture, tu peux aller quêter de l'argent. Vous comprenez le principe, là, hein? Donc, aussitôt que tu vois quelqu'un qui est plus riche que toi, ben, tu vas y quêter de l'argent, tu prends une chance. On ne sait jamais, tu vas y quêter de l'argent, un crayon, un coffre, whatsoever, n'importe quoi. Hein? Et donc, quand tu es blanc, ben pour eux, tu es au sommet de la pyramide. Là, et donc, tous les enfants viennent te voir pour essayer d'avoir un petit quelque chose. Et comme je le disais, peu importe la réponse que tu leur fais, ils vont partir avec le gros sourire, contents d'être venus, puis contents d'avoir parlé à un étranger et tout ça. Et c'est très difficile de faire la part des choses et de voir la différence entre un vrai quêteux et un faux quêteux. Hein? Entre autres, à cause de la part de théâtre dont je parlais tantôt, mais aussi à cause des réseaux de quêteux. Alors ça, il y a un très bel exemple dans le film Slumdog Millionaire. Je vous invite à voir ce film ou à revoir ce film là, dans les jours qui viennent, parce que dans la première partie du film surtout, on décrit vraiment bien la réalité des enfants en Inde, des enfants soit qui sont abandonnés par leur famille ou dont la famille est décédée. Il n'y a rien dans ce film-là qui est exagéré, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors on voit là les 3 jeunes qu'on voit sur la photo, eh bien ils sont au début du film dans une dompe, là, en train de faire le tri des déchets. C'est pas quelque chose qu'on voit juste en Inde. Dans tous les pays pauvres du monde, c'est comme ça. Les enfants passent la journée à trier des déchets pour essayer de trouver quelque chose qu'ils pourraient revendre. Et après ça, on a des adultes qui arrivent et qui viennent leur offrir à boire. Un adulte qui prend soin de moi, il doit être gentil. Ils les suivent. Sauf que ces adultes-là, ça se trouve à être des chefs de réseaux de quêteux. Un peu des gangs de rue, on pourrait dire. Là. Il y a là-dedans un climat de violence qui est assez intense. Et les jeunes doivent, à partir de ce moment-là, passer la journée à quêter de l'argent ou à voler. Et puis à la fin de la journée, ben, ils ramènent tout ça aux adultes. Et s'il y en a assez, ben, là, ils reçoivent une poignée de pois chiches pour manger. Et s'il n'y en a pas assez, ben, ils remangent une bonne volée. Hein, et ça finit là. Et il y a une des scènes dans ce film-là qui est absolument horrible, où on endort un jeune avec du chloroforme et on brûle ses yeux à l'acide. Hein, parce que ce jeune-là, il chante bien. Alors une fois qu'il est mutilé, ben, on le met sur le coin d'une rue et il va chanter toute la journée puis il va rapporter plus d'argent parce qu'il fait pitié.
Hein? Et évidemment, l'argent n'est pas pour lui, l'argent est pour le réseau. Et donc, c'est très difficile, comme je le disais, de faire la différence entre les vrais quêteux et les faux quêteux. Entre quelqu'un qui fait vraiment pitié, puis si on lui donne de l'argent, ça va être pour lui, ou alors si ça va être pour tout un réseau. Et c'est comme ça dans toute l'Inde, un peu partout. Évidemment, il y a des régions où c'est encore pire, mais partout en Inde, on retrouve ce phénomène-là. Et on le retrouve non seulement dans les réseaux de quêteux, la mutilation, mais on retrouve ça aussi au cœur même des familles. Et ça, c'est dû à une espèce de déviance dans l'hindouisme et dans le système des castes qui a été établi dans l'hindouisme il y a plusieurs siècles de ça et qui a été renforcé par les Anglais, exploité par les Anglais, le fameux diviser pour mieux régner, là, ça les a très bien servis. Et le système des castes, grosso modo, là, très rapidement, on pourrait résumer ça comme ça, c'est basé sur la réincarnation. Donc, si je vis une bonne vie, je vais me réincarner dans une famille plus riche. Puis si je vis une mauvaise vie, je vais me réincarner dans une famille plus pauvre. Donc si je nais dans une famille de multimillionnaires au sommet de l'échelle sociale, je l'ai mérité. Mon âme a vécu plusieurs bonnes vies et là, je peux me péter les bretelles et je n'ai pas besoin de m'occuper de ceux qui sont en bas. C'est leur karma. Et même que si je les aide pas. Au contraire, je les empêche de vivre leur karma. Donc, vous voyez comment ça soulage la conscience des riches. On n'a pas besoin de partager les richesses. Eux autres, ils vont les avoir plus tard s'ils vivent une bonne vie de pauvre. Et de l'autre côté, à l'autre bout du spectre, on a les tout nus dans la rue. La caste qu'on appelle les intouchables. Vous réalisez-vous à quel point le mot est fort dans un pays où tout le monde se touche. La caste des intouchables. Ces gens-là naissent tout nus dans la rue, pas le droit de rien posséder, pas le droit de travailler, pas le droit de rien. Ils passent la journée à quêter pour essayer d'avoir un peu d'argent, mais il ne faut même pas que leur ombre passe sur quelqu'un, sinon la personne va être souillée. C'est des intouchables, c'est quelque chose, là. Mais ces gens-là sont tellement convaincus que c'est vrai, que s'ils sont là, c'est parce que leur âme a été un voleur, un violeur, un tueur, et qu'ils ont mérité d'être là. Et que quand ils ont un petit bébé, ben, c'est pas un beau petit bébé tout neuf. C'est une vieille âme qui a été un voleur, un violeur, puis un tueur, qui a mal vécu pendant plusieurs années, plusieurs siècles, pendant plusieurs vies, et qui là se retrouve dans le fond de la cave. Pour y aider à vivre une bonne vie de pauvre, à la naissance, coupe une main, coupe un pied, pour lui rendre service, pour qu'il fasse pitié, pour qu'il puisse ramasser un peu plus d'argent au cours de sa vie de pauvre, en espérant que la fois d'après, il puisse se réincarner dans une famille plus riche. Donc, les Indiens qui ont fondé l'Inde ont aboli le système des castes. Gandhi et les autres ont aboli le système des castes autour des années 50. Mais ça laisse des traces encore aujourd'hui. Et on a vu des enfants, des adultes qui manquent des membres comme ça, et c'est souvent parce qu'ils ont été estropiés, mutilés au moment de la naissance. Et entre autres, à un certain moment, on était dans un orphelinat. Et les enfants dans les orphelinats, c'est complètement hallucinant. Ça joue avec des riens et tout ça, puis ils sont toujours fiers de te rencontrer, de te voir et tout ça. Mais il y a beaucoup d'enfants qui arrivent à chaque jour. Et là, à un certain moment, il est arrivé un jeune. Lui, les yeux, on y avait pas brûlé à l'acide, on y avait littéralement arraché. C'était 2 trous, là. Il n'y avait plus rien. Ce jeune-là, il arrive avec son bâton, puis il marche comme ça, évidemment, il ne voit rien du tout. Qu'est-ce qu'ils font les autres jeunes, vous pensez? Les autres jeunes, ils arrivent en arrière, puis ils l'écœurent. C'est le fun, il ne voit rien. Tu arrives par en arrière, tu tapes sa tête. Mais lui, il a son bâton, là. Pow! Il se revire de bord, puis il tape tout le monde. et au bout de 2-3 jours, là, c'était fini. Là. Il n'y a plus personne qui l'écœurait dans la place. Et au bout de 2-3 jours, ce jeune-là s'en allait, là, comme ça, là, dans l'orphelinat, là, comme s'il avait toujours été là toute sa vie. Là. Et c'était complètement ahurissant. Là. Ce jeune-là, pour nous, est devenu le symbole de la persévérance indienne, la capacité de rebondir en Inde. C'est pas vrai que c'est parce que je vois rien que vous allez me piler ses pieds. Les Indiens, à tout bout de champ, oui, on se demande, mais pourquoi ils font pas ça pourquoi ils font ça comme ça? C'est pas logique. C'est pas cartésien. Ce serait beaucoup plus simple si, combien de fois on s'est dit ça en Inde. Mais ça marche pas, le truc. Non, ça finit toujours par marcher, parce qu'ils sont hyper persévérants. Et en 7 mois en Inde, j'ai jamais vu un Indien abandonner quoi que ce soit. À tout bout de champ, on est là en train de se dire, mais pourquoi ils font ça comme ça? Mais ils abandonnent jamais. Et quand l'Inde dit qu'ils veulent devenir la première puissance mondiale, mais je pense qu'ils vont y arriver. Ça va être tout croche,
Le jour où ça va arriver, le jour où ils vont dépasser les Américains, là, puis c'est ça qu'ils veulent, là, dépasser les Américains d'un point de vue militaire, économique, culturel et autres, là, ben, le jour où ils vont y arriver, là, il va y avoir une onde de choc. Parce que oui, on les teinte, ils s'occidentalisent, mais veut pas, la vague va revenir aussi, et on va finir par être teinté par la culture indienne de manière assez importante, j'ai l'impression, au fil du temps. Je vous ramène dans la rue indienne. On a avec cette photo-là un beau portrait là, des différentes classes, des différentes castes. Hein, les castes sont abolies, mais ça laisse des traces, comme je le disais tantôt. Et vous voyez là, à peu près au milieu de la photo, on a deux hommes qui sont assis directement par terre et qui vendent des légumes. Les plus pauvres parmi les pauvres. Hein? Ils n'ont rien, ils sont assis à terre, ils vendent des légumes. Tout juste à côté, vous avez quelqu'un qui a sa charrette et qui vend très exactement les mêmes légumes, hein? Mais un peu plus riche. Un peu plus riche, mais là, tu te payes un kiosque, un vrai kiosque. Et puis là, tu vas vendre les mêmes légumes et d'autres légumes, un peu plus de diversité. Un peu plus riche encore, mais là, tu as un magasin avec ce qu'on voit là en arrière, dans le fond de la photo. Donc, des vrais petits magasins, des petites boutiques, finalement. Et à côté de ça, ce qu'on ne voit pas sur la photo, ben oui, il y en a des magasins avec les portes qui rouvrent tout seuls, avec les fenêtres qui rouvrent tout seuls, avec les toilettes qui flushent tout seuls, toute la patente. Mais la grande majorité de la population vit dans ce que vous voyez ici là, sur la photo. Il y a des rues qui sont consacrées à des métiers. Et c'est très impressionnant quand on arrive dans une rue, par exemple, qui est consacrée aux artistes. Ce que vous voyez là présentement, c'est des pigments. Ce sont des pigments pour faire la peinture. Alors, vous avez une rue complète comme ça, avec des couleurs absolument hallucinantes. Et Karine, ma conjointe, qui est une illustratrice, a acheté là-bas du pigment, a fait ses propres peintures. C'était un plaisir total là, pour elle de pouvoir partir vraiment de la base comme ça. On voit ici une ruelle qui est, elle, dédiée à la poterie, dans la plus grande pauvreté, la plus grande simplicité, avec des tentes et tout ça, on vend ce qu'on peut vendre. Il y a d'autres rues qui sont consacrées aux barbiers. Donc, vous voyez, on est assis à même le trottoir, sur une petite cageotte en bois, et la personne va nous couper les cheveux, nous faire la barbe et tout ça. Et une autre rue un peu plus loin qui est consacrée aux dentistes. Même le trottoir, encore une fois, avec une grosse lime, on se fait limer une dent ou arracher une dent littéralement sur le trottoir dans des mesures d'hygiène qui ne sont pas nécessairement à la fine pointe de la technologie, mais c'est comme ça que ça marche. Et aussi, dans la rue, partout en Inde, les animaux. On le voit ici sur cette photo, il y a des cochons qui sont là, qui dorment à terre, et les vaches, les fameuses vaches sacrées. Pourquoi est-ce que les vaches sont sacrées en Inde? Hein? La raison de base de cette dévotion particulière pour les vaches, elle est très très simple. C'est le lait. Une vache, ça donne du lait. C'est le symbole de la mère nourricière. Hein? Et dans toutes les vieilles religions, le lait, c'est quelque chose de très important. Si vous regardez par exemple dans la religion juive, la terre promise, hein, après la libération d'Égypte, la terre promise, c'est une terre de lait et de miel. Et justement, en Égypte, on nous dit que Cléopâtre et autres prenaient des bains de lait, hein, parce que c'était bon pour la peau, parce que c'était bon pour la jeunesse et tout ça. Donc le lait, dans les vieilles religions, c'est toujours le symbole de la richesse. C'est gras, et puis c'est le symbole de la transmission de la vie, évidemment. Si le petit veau n'a pas de lait, il meurt. Ça finit là, on ne peut pas avoir de vie sans lait. Et en plus de ça, vous rajoutez une anecdote une fable en fait, autour de Krishna, qui à un certain moment a pris beaucoup d'importance dans la religion hindoue, qui dit qu'à sa naissance, il avait été abandonné et passait par là une vache, et il a pu boire le lait à même le pied de la vache. Donc la vache lui a sauvé la vie, et là, à partir de ce moment-là, les vaches ont pris encore plus d'importance dans la religion hindoue. Fait que les vaches, elles sont partout, elles sont sacrées, et on leur donne continuellement de la nourriture, parfois même jusqu'à les rendre obèses. Et encore là, les environnementalistes en Inde commencent à dire, ben là, attention, là, oui, c'est bien de prendre soin des vaches et tout ça, puis de leur donner de la nourriture, mais il faudrait quand même pas que nos vaches là, en viennent qu'à avoir de la misère à marcher. Et puis ça, on a vu, là, en pleine montagne, des vaches totalement obèses, parce que les milliers, les dizaines de milliers de pèlerins qui passent dans ces villages de pèlerinage-là, à chaque jour, apportent de la nourriture aux vaches, puis ça a l'air qu'une vache, ben, ça n'arrête pas de manger là, quand ça a plus faim. Ça mange tout le temps. Puis nous, on était convaincus, ben moi en tout cas, j'étais convaincu que ces vaches-là, là, dont étaient immenses, je pensais qu'elles étaient enceintes. Et puis là, le prêtre qui était avec nous à ce moment-là, il nous dit « Non, 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 Rémi, it's only a big cow. » C'est juste une grosse vache.
Ah oui, c'est vrai. Ah, ben, regardons, ils sont tous comme ça. Ben oui. Ah, voilà. Alors, hein, il y a toujours là, à cheval entre la dévotion et après ça, l'environnementalisme, là, il y a une espèce de marche là, qui est en train de se faire. Hein, une passation là, qui est en train de se faire au niveau de l'Inde. Il y a d'autres animaux qui sont sacrés en Inde, les singes. Alors, Hanuman est un dieu à tête de singe et les singes vont recevoir une dévotion particulière. Et vous savez, les singes, ça aime jouer des tours, c'est vrai. Ça aime voler, ça aime manger tout ce que ça trouve. Alors, si vous vous asseyez sur le petit banc de parc là, qui est juste là en arrière du singe, et que vous déposez votre lunch à côté de vous, vous vous revirez de bord pour fouiller dans votre sac à dos. Là, le singe, là, ça va prendre à peu près 5 secondes, il est parti avec votre lunch, il est dans un arbre. Puis là, si vous courez après et que vous essayez d'y arracher, là, ben, les hindous vont vous arrêter en vous disant « Non, 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 Hanuman vient de te faire une blague, tu ris, puis tu vas t'acheter autre chose. » Hein? Parce que le dieu Hanuman a une tête de singe et tous les singes sont des symboles, des avatars, on pourrait dire, d'Hanuman. À côté, vous voyez la photo d'un éléphant qui est bien décoré et puis ça, c'est en l'honneur évidemment du dieu Ganesh, donc le dieu à tête d'éléphant. Et là où on a des éléphants, il n'y en a pas partout en Inde, certains éléphants vont recevoir finalement un traitement spécial en l'honneur de ce dieu-là. Alors, 300 000 dieux en Inde, ça fait qu'il y a toujours, à quelque part, dans une ville ou un village, un festival à célébrer. Et les Indiens vont mettre énormément de temps pour préparer les festivals, vont se déguiser, vont arrêter de travailler pendant quelques jours. Et il y a des micro-festivals qui sont assez intéressants et qui ont pris de l'expansion avec le temps. C'est l'exemple du Holi, le Holi Festival. C'est le festival des couleurs qui arrive au printemps. Et pendant ce festival-là, on va prendre la teinture et on va se bombarder pendant quelques jours. C'est complètement hallucinant. Ils prennent soit la poudre, là, les pigments de peinture directement, puis ils se garochent ça, ou alors ils font des ballons d'eau avec la teinture dedans et ils se lancent ça d'un bout à l'autre de la rue. Et vous voyez là sur la photo que personne n'est épargné, hein, parce que le petit monsieur qu'on voit là, il y en a un qui a une arme là, avec son badge, c'est un policier. Personne, absolument personne, est épargné pendant le Holi Festival. En fait, plus vous êtes bien habillé, plus vous devenez une cible de choix. Il faut plutôt choisir son linge en conséquence. Quand arrive la fête des grands dieux, Ganesh, Vishnu, Krishna et tous les autres, là, les gens s'installent avec des grands kiosques de fleurs naturelles partout sur les trottoirs et on achète ça, les fleurs naturelles, on va tresser ça, faire des immenses guirlandes et même qu'on va faire avec ça des chars allégoriques. C'est complètement hallucinant. Les statues bleues que vous voyez présentement sur la photo sont plus grandes que moi, là, à peu près 2 fois plus grandes que moi, donc c'est un bon 10 ou 12 pieds de haut, là. Et le char allégorique est encore plus grand, mais chaque ligne de couleur que vous voyez dans le char c'est fait avec la fleur naturelle qui a été tressée finalement pour l'occasion. On met des jours pour préparer ça, puis dans 2 semaines, ça va avoir l'air du diable. Hein, toutes les fleurs vont être fanées. Et ça, ben, c'est aussi très important dans l'hindouisme. C'est quelque chose qui vient marquer finalement le temps qui passe, mais aussi l'abondance de la nature. Ce que la vie te donne, ce dont tu as besoin pour le moment présent. Hein? L'hindouisme est une religion de l'instant présent. Et il n'est pas question de faire un char finalement allégorique là, avec des fleurs en plastique que tu vas pouvoir réutiliser année après année. Puis en plus, il faudrait que tu mettes ça dans un hangar avec un cadenas par-dessus. Non, non, non. L'année prochaine, tu ne seras pas le même qu'à pareille date aujourd'hui. Tu vas avoir vécu pendant 1 an, tu vas être ailleurs, tu ne seras peut-être pas dans la même école, etc., ou tu n'auras pas le même métier. Bon, on vit, la nature change elle aussi, et elle va nous donner cette année ce dont on a besoin pour la fête de cette année. Une religion de l'instant présent, et ça nous amène ce qu'on appelle aussi la notion d'art éphémère. Hein? Donc des choses qui sont d'une grande beauté et qui s'effacent, et qu'on ne cherche pas à faire perdurer, qu'on ne cherche pas à recréer systématiquement. Alors ça aussi, c'est dans le flot finalement dans lequel nous amène l'hindouisme. Un autre des aspects en Inde qui est assez surprenant, peut-être aussi même un peu déstabilisant, les funérailles. Alors, on est habitué ici à avoir des funérailles en noir, quoique aujourd'hui la norme est moins comme ça, les gens vont s'habiller un peu n'importe comment, mais il n'y a pas, chez nous en tout cas, il n'y a pas une explosion de joie, puis il n'y a pas une explosion de couleurs dans les funérailles. En Inde, c'est encore ça. On était au Shantivanam Ashram, dans le sud de l'Inde, dans le Tamil Nadu,
On est là, tout est tranquille dans le petit village où on est. Tout à coup, on entend les tam-tams qui débattent, puis les chants, et tout ça. On se dit, ah ben, ça doit être la fête d'un dieu, quelque chose qu'on connaît pas peut-être. On va sortir, on va aller voir c'est la fête de quoi. Et au final, c'était ça, c'était une funéraille. Et vous voyez là, au loin, donc, le dais qu'on appelle, donc, dans lequel on transporte la personne défunte, on va le voir d'un peu plus proche ici. Ben, dans le dais, il y a plein de fleurs naturelles encore, hein, l'explosion de couleurs qui est là, puis vous remarquez, les chemises encore là, il y a de la couleur, puis le drap rouge dans lequel on a déposé le corps de la vieille dame là, qui était décédée, et qu'on transporte comme ça, à la fin de la funéraille, jusqu'aux abords d'une rivière. Toujours dans l'hindouisme, les funérailles vont se terminer sur le bord d'une rivière, et là, on a creusé un trou au préalable, là, il est déjà là. On met de la paille, dans cette région-là, c'était comme ça que ça fonctionnait, donc on met de la paille dans le fond du trou, et puis on dépose le corps par-dessus, on remet de la paille par-dessus le corps, on met des plaques de boue séchée pour retenir la paille, et après ça, on met le feu, tout simplement. Et donc, on est en train d'incinérer le corps. Hein. Et pendant ce temps-là, dans cette région-là en Inde, c'est pas partout, mais dans cette région-là en Inde, l'homme qui était le plus proche de la personne défunte, donc dans ce cas-ci, là, c'était le fils aîné de la personne, descendait dans l'eau avec le sadhu, donc comme on pourrait dire le prêtre là, du village, il descend dans l'eau avec le sadhu, et là il se fait raser complètement au coco. Tous les cheveux disparaissent, la barbe s'il y en a une, et la moustache, parce qu'il y en a assurément une. Hein. Et un homme qui se rase la moustache en Inde, c'est quelque chose. Là. La moustache en Inde, c'est un symbole de virilité, c'est un symbole de séduction et tout ça. Donc, de couper la moustache, c'est un symbole qui est très, très fort. Et donc, quand on enlève tous les poils comme ça, les poils de la tête, de la moustache, c'est une façon de marquer dans le corps le temps de la tristesse. Hein, le temps que les cheveux repoussent, le temps que la barbe revienne, c'est le temps du retour à la normale, le temps de la tristesse. Fait que je trouve ça extraordinaire parce que oui, autour de ça, il y a des chants, il y a de la joie, conscient de la libération de la personne. On espère que la personne va s'en aller pour un meilleur avenir, dans une réincarnation, elle s'est libérée de cette vie-là, etc. Donc il y a une conscience de la joie, mais il n'y a pas une négation de la tristesse pour autant pour les proches, hein, même dans la joie. Et donc, on inscrit dans le corps le temps de la tristesse, c'est un très beau symbole. Et quand on brûle le corps, là-dedans aussi, il y a un symbole qui est très très beau, parce qu'on brise une enveloppe. Hein? Pour eux, le corps, c'est rien d'autre qu'une enveloppe. Quand vous recevez du courrier chez vous, qu'est-ce que vous faites avec l'enveloppe? Hein? Vous la déchirez, puis vous jetez ça au recyclage. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Dans l'hindouisme, c'est la même chose. Souvent, les hindous sont assez durs avec leur corps. Ils ne vont pas mettre des petites pommades, puis de la petite crème. Non. C'est un corps, c'est une enveloppe, c'est tout ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Hein? Et donc, on brûle le corps, on brise l'enveloppe. Et après ça, 24 heures, 36 heures plus tard, ils viennent, ils prennent les cendres et ils déposent ça dans la rivière. Façon de dire à l'âme, ben là, tu vas suivre le cours de l'eau. Hein? Et la rivière, elle coule, elle s'évapore, ça revient dans les nuages et il pleut. Et l'âme est invitée à suivre le cycle comme ça de l'eau d'une certaine manière, hein, à suivre le cycle des réincarnations, jusqu'à ce qu'elle ait vécu absolument tout ce qu'elle a à vivre pour se purifier de son karma, jusqu'à ce qu'elle soit devenue une espèce de générosité pure. Hein. Everything is an extra, comme on disait un peu plus tôt dans la conférence, hein, everything is an extra, même moi. Je ne m'appartiens même plus, je suis générosité pure, tout à tous. Hein. Et à partir de ce moment-là, ben, l'âme est prête à se fondre dans le grand tout. Et pour prendre un exemple, c'est comme si dans la mystique hindoue, l'objectif de la mystique hindoue, c'est comme si on était tous des poissons dans l'océan et que l'objectif c'est de devenir une vague. Le poisson nage dans l'océan, il décide s'il tourne à droite, s'il tourne à gauche, s'il monte, s'il descend. Aucun problème avec ça. Là. Il y a une volonté propre, mais c'est un poisson dans l'océan. C'est tout petit dans quelque chose. Et même une baleine est petite dans l'océan, on s'entend là. Hein? Alors, c'est tout petit dans l'océan. Et l'objectif, c'est de devenir une vague. Tu ne décides pas si tu tournes à droite, à gauche ou quoi que ce soit, tu ne décides plus rien. Mais tu es l'océan, tu te fonds dans le grand tout. Hein? Et ça, ben, c'est l'objectif ultime de la mystique indienne. Je vous transporte maintenant à Varanasi. Varanasi, c'est la capitale de l'hindouisme. Alors, vous avez Rome, par exemple, pour les chrétiens catholiques. Varanasi, c'est la même chose pour les hindous. Donc, la capitale de l'hindouisme, il y a
dizaines, centaines de milliers de pèlerins qui passent par là à tous les jours, c'est assez impressionnant. Et donc, à tous les jours, vous avez des gens qui descendent dans les fameux escaliers du Gange. C'est ce que vous voyez maintenant sur la photo. Les gens descendent dans les escaliers au moment du lever du soleil. C'est absolument magnifique parce que le soleil se lève de l'autre côté de la rivière. Et là, partout sur la rivière, ça scintille. C'est comme s'il y avait des dizaines de milliers de petites chandelles sur la rivière. Et le soleil se lève et les gens descendent là dans la rivière, vont s'immerger dans la rivière, vont faire la prière au soleil levant. Alors, ils prennent l'eau, là, puis là, ils vont s'asperger. Et puis après ça, ben, ils se lavent un peu les aisselles, ils se brossent les dents, puis ils s'en vont travailler. Donc, à tous les matins, c'est comme ça. Un peu en amont, sur la rivière, vous avez là l'endroit où on amène les fameuses vaches sacrées. Et là, ils les rentrent dans l'eau, ils les submergent dans l'eau, et là, avec des grosses brosses, encore là, ils vont les bichonner, là, ils les frottent, ils en prennent soin, puis les vaches sont contentes, puis ils font le petit besoin dans l'eau, puis tout ça. Puis là, les vaches, ils repartent toute la journée, puis ils retournent se coucher dans la boîte, puis se refaire de la croûte. Et puis, un peu en amont, encore, ce que vous voyez là, c'est le plus grand four crématoire à ciel ouvert au monde. 24 heures sur 24 à Varanasi, il y a des corps qui sont brûlés, des défunts là, qui sont brûlés, et les cendres sont jetées dans l'eau. Et là, si vous avez bien suivi mon explication, ben, c'est ici qu'on brûle les corps, c'est là qu'on lave les vaches, et c'est ici qu'on se brosse les dents. Hein? Et la rivière coule comme ça. Et là, vous êtes probablement quelques-uns à regarder l'écran. Qu'est-ce que c'est ça? C'est dégueulasse! Et on s'est aussi posé la même question. Et plusieurs scientifiques, en fait occidentaux, se sont aussi posé la question. Mais veux-tu bien me dire comment ça que les gens ne ressortent pas de là complètement galeux? Et il y a quelque chose de très particulier dans la rivière, dans le Gange. Là, et c'est là, c'est ce qui explique finalement pourquoi le Gange est devenu un dieu à travers les siècles du côté de l'Inde. Il y a dans le Gange des micro-organismes qui dégagent une espèce de micro-radioactivité. Hein? Il y a une microdose de radioactivité qui fait en sorte que tu as un processus d'autopurification dans l'eau, qui fait en sorte que l'eau n'est pas aussi polluée que ce qu'elle devrait être. On s'entend aujourd'hui, le Gange, c'est le fleuve le plus pollué du monde. Hein? Et là, le nouveau gouvernement indien vient de décider, là, cette année, en 2015, de dépolluer la rivière. Ils se sont donné 10 ans pour le faire, puis je pense qu'ils vont y arriver parce qu'il y a une détermination en Inde comme j'ai vu nulle part ailleurs. Mais pour l'instant, c'est pas tant les crémations qui viennent polluer la rivière, c'est toutes les industries qui garochent n'importe quoi là-dedans. Là, mais au-delà de ça, il y a donc cette autopurification qui fait en sorte qu'un peu partout sur le Gange, pas à Varanasi, l'eau n'est plus potable, mais un peu partout ailleurs sur le Gange, les gens vont continuer de boire l'eau sans être trop malades. Et surtout, plus on va en amont, en fait, et partout sur le Gange, là, on s'entend qu'il y a beaucoup de crémations, même si ce n'est pas Varanasi, le Gange, c'est le Gange, mais partout en amont, les gens vont continuer de boire l'eau du Gange sans être trop malades. Et même qu'au fil du temps, les mystiques nous disent que cette eau-là guérissait certaines maladies, comme par exemple le choléra, à cause justement de ces micro-organismes qu'il y a dans l'eau, hein, cette micro-radioactivité, alors que partout ailleurs dans le monde, il y avait des épidémies de choléra, puis que les gens tombaient comme des mouches, mouraient comme des mouches, et bien là, au bout d'un certain nombre de baignades, les gens pouvaient en ressortir guéris, certains pouvaient en ressortir guéris. Alors c'est pour ça, et c'est comme ça, que le Gange est devenu un dieu dans l'hindouisme. Je termine avec le titre d'un livre que j'ai vu dans une bibliothèque de ashram en Inde. Un ashram, c'est un monastère, et ils appellent ça comme ça en Inde. On m'avait demandé de faire le ménage de la bibliothèque en question, et donc je suis tombé sur ce livre-là, je ne l'ai même pas lu. Le titre, encore aujourd'hui, me nourrit encore. The Wisdom of Insecurity. La sagesse de l'insécurité. Il y a une sagesse dans l'insécurité et ici, en Occident en général, justement, on veut tout sécuriser. Hein? Et on cherche à prévoir, et même que peut-être qu'un jour on va vous dire là, de prévoir l'imprévisible. On m'a dit ça pour la première fois, j'avais 16 ans, dans une pièce de théâtre. Là, puis quand on organise là, quelque chose de gros, là, genre le bal des finissants ou des choses comme ça, là on nous dit là, il faut prévoir l'imprévisible. Puis on s'arrache les cheveux, puis quand l'imprévisible arrive, là, parce qu'on ne l'a pas prévu, ben là on s'arrache encore les cheveux, puis on frustre, puis puis ça se passe pas. En Inde, il n'y a pas ça. Ça coule, la vie coule. Et oui, au début, c'est extrêmement choquant au niveau de l'efficacité. Là, on est pris par l'inefficacité et c'est extrêmement difficile pour un occidental, un cartésien comme moi, de rentrer là-dedans. Mais à un certain moment, j'étais dans l'eau
parce qu'il y a de l'eau évidemment partout autour de l'Inde, hein, les océans sont très présents. J'étais dans l'eau un peu découragé au bout de 3 mois. Souvent, après 3 mois, dans un long voyage comme celui-là, là, le 3e mois, c'est un mois qui est très dur. Hein, c'est un mois de mal de pays où là, tout nous écœure, puis etc., etc. C'est reconnu dans les grands globetrotters. Le 3e mois, c'est un passage à vide. Mais là, j'étais là-dedans, là, dans le gros passage à vide, les 2 pieds dans l'océan, jusqu'aux cuisses. J'étais découragé, écœuré de cette inefficacité volontaire. Là. Et là, j'étais là, découragé dans l'océan avec l'eau jusqu'aux cuisses, puis je regarde l'eau, et je me rends compte que l'eau n'est pas là, en train de me taper sa cuisse, en train de me dire « Oh, que se passe-t-il? Un obstacle, c'était pas prévu! Oh! » Non, l'eau, elle me tape ses cuisses, puis elle fait le tour. Puis en arrière de moi, il y avait des rochers, puis elle fait le tour. Puis elle suit son cours. Puis elle va sur la grève, puis elle revient. Et elle coule comme ça. Je me suis dit, ma foi, mais c'est exactement comme ça qu'ils vivent, eux autres, là. Comme de l'eau. Il faut que j'apprenne à couler comme de l'eau. Hein? Et oui, ça amène une certaine insécurité, parce qu'on est toujours dans un certain mouvement, dans un certain ballottement, mais on perd beaucoup moins d'énergie à essayer de prévoir l'imprévisible, puis à choquer quand l'imprévisible arrive. Hein? Et à côté de ça, il faut bien prendre conscience que l'insécurité, on l'a choisi déjà quand on était tout petit et on la vit à tous les jours. Hein? À partir du moment où, quand vous aviez 1 an à peu près, vous avez décidé de vous tenir debout et de commencer à marcher, ben, vous avez choisi l'insécurité. Pourquoi vous n'êtes pas resté à 4 pattes? Hein? Pourquoi ma petite fille ou mon petit garçon ne sont pas restés à 4 pattes? Ils étaient beaucoup plus solides à 4 pattes. Tu ne peux pas tomber quand tu es à 4 pattes. Là. Ah non. Ils se lèvent, ils se pognent sur un divan, là, puis vous avez fait ça vous aussi. Tu t'agrippes sur un divan, tu te revires de bord, tu vois ton père, tu vois ta mère, puis là, tu fais « Papa! » Puis là, pouf! Tu tombes, tu te bêches. Puis là, l'enfant, il se relève. Encore. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il choisit l'insécurité? Parce qu'il voit qu'une fois debout, il va pouvoir voir plus loin. Une fois debout, il va avancer plus vite. Hein? Mais la marche, c'est ça. La marche, c'est d'une insécurité à l'autre. Continuellement. Puis il suffit d'avoir une bonne otite, ou pire que ça, une labyrinthite, pour voir que l'équilibre, là, c'est ici, là, quelque part dans les oreilles, là, ça prend pas grand-chose. Ça prend pas grand-chose pour être étourdi puis avoir de la difficulté à avancer. Hein? Et parlez-en aux personnes âgées autour de vous. Comment tout à coup, ah oui, c'est ça. Marcher, avancer, c'est passer d'un déséquilibre à l'autre, d'une insécurité à l'autre. Nous, c'est ce que l'Inde nous a laissé. Savoir reconnaître les moments. C'est pas à tout moment dans la vie, mais savoir reconnaître les moments où il faut oser l'insécurité. C'est ce que je vous souhaite dans votre vie, savoir reconnaître ces moments-là, en sachant qu'à chaque fois, c'est parce qu'on se met debout, on se met en mouvement, on va voir plus loin, on va pouvoir se rendre plus loin. कोका कड़वा देवे मैया